Une émission consacrée au cancer. Nous évoquerons le diagnostic, les traitements, la prise en charge, également la prévention et le dépistage. Pour cette émission 100% santé, nos invités sont Oscar Mattinger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste FMH Radio-Oncologie et directeur médical du Swiss Radio-Oncologie Network. C'est ça. Vous, Alex Friedlander, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste FMH en oncologie. Exactement. Et on parlera aussi prise en charge et prise en soins avec Sophie Glémet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes infirmière spécialisée en oncologie et coordinatrice du programme de réadaptation oncologique. Exact. Pour débuter cette émission, un chiffre marquant. En Suisse, plus de 45 000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués en moyenne chaque année. Ce sont des chiffres. Le cancer, c'est aussi la deuxième cause de décès la plus fréquente. Docteur Mattinger, vous confirmez que le cancer, c'est une maladie en augmentation? Absolument. Cette augmentation est liée d'une part au vieillissement de la population, aussi au fait qu'on diagnostique des cancers plus tôt. Et finalement, il ne faut pas oublier que heureusement, on a des meilleurs traitements, donc que les gens survivent plus longtemps et que donc ça fait une population qui a un cancer en plus. Est-ce qu'il y a une tranche de la population plus touchée qu'une autre? Alors, les cancers touchent principalement les personnes âgées, mais peuvent survenir chez n'importe qui. Donc, personne n'est à l'abri du risque de cancer. Et quels sont les cancers les plus fréquents, docteur Friedlander? Donc, les cancers les plus fréquents chez l'homme et la femme sont les cancers du poumon et du côlon. Et puis, le cancer le plus fréquent juste chez la femme, c'est le cancer du sein. Et chez l'homme, le cancer de la prostate. Et parmi ces 45 000 nouveaux cas de cancer, on voit aussi des cancers évoluer? Alors effectivement, dans notre cas de figure, on traite à peu près 60% des cancers, ce qu'on appelle dans une visée curative, donc de guérison, et 40% qui sont dans un stade déjà avancé. On va essayer de ralentir la maladie et de la contrôler le plus longtemps possible. On parlera justement de cette prise en charge, du diagnostic, des traitements également concernant les cancers, parce qu'on appelle ça cancer, mais en fait, il y a plein de maladies derrière ce mot. Exactement. Le cancer est une croissance anormale de cellules qui peut avoir lieu dans n'importe quel organe du corps. Donc le cancer, bien qu'un mot, comprend une multitude de différentes maladies avec des différents comportements et des différents pronostics et des différents traitements. Et est-ce que par rapport à ces chiffres, les malades vivent plus longtemps avec le cancer? Par rapport à il y a 50 ans, on voit une nette amélioration de la survie. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, avec n'importe quel diagnostic de cancer, tous les diagnostics confondus, il y avait environ 35 à 40% de survie à 5 ans. Aujourd'hui, on est plutôt autour des 70% de survie à 5 ans. Bien sûr qu'il y a différents facteurs qui influencent ces chiffres. Par exemple, le diagnostic plus précoce, qu'on peut voir grâce au dépistage et aux connaissances actuelles de la médecine, et aussi l'évolution des traitements. Et cette diversité de patients, ce nombre en constante augmentation, Sophie Glémet, vous qui êtes infirmière au plus proche du patient, vous le constatez aussi? On voit des personnes de plus en plus jeunes venir se faire traiter, sachant que nous, on ne traite que des personnes adultes, donc à partir de 18 ans, on n'a pas les enfants, mais des jeunes personnes, et on les voit revenir souvent après pour d'autres problèmes, c'est-à-dire que les maladies évoluent, enfin la maladie évolue et les gens, on les traite souvent longtemps. Et ils peuvent revenir aussi avec de nouveaux symptômes, de nouveaux problèmes. De nouveaux symptômes, de nouveaux problèmes, oui, effectivement. Et le dépistage nous amène beaucoup de jeunes aussi. C'est ça aussi qui nous fait arriver d'une population de plus en plus jeune. Les traitements sont de plus en plus importants aussi parce qu'on a beaucoup évolué au niveau des traitements aussi. Il y a des jeunes patients, c'est surtout les jeunes qui nous... C'est difficile pour nous, en tant que soignants, de soigner des gens de plus en plus jeunes. On aura l'occasion dans cette émission de reparler de votre prise en charge, ce que vous appelez aussi la prise en soins.
Dans cette émission 100% santé consacrée au cancer, on va évoquer le diagnostic. Alors, il est généralement fait par le médecin de famille, mais pas seulement, docteur Matzinger. Alors, en effet, le diagnostic d'un cancer est généralement pas posé par l'oncologue médical, le radio-oncologue ou le spécialiste de la maladie cancéreuse, mais souvent soit par le médecin spécialiste lors d'un dépistage ou parce que le patient se présente auprès de lui avec des symptômes. Mais même dans ce cas, souvent, le généraliste va envoyer le patient à ce qu'on appelle un spécialiste par organe. Alors, ça peut être l'urologue pour le cancer de la prostate, le gynécologue pour le cancer du sein, gastroentérologue pour les tumeurs digestives. Et c'est souvent ces spécialistes-là qui vont poser le diagnostic de cancer. Et qui après reviennent vers vous. Et effectivement, souvent, ces patients nous sont adressés pour une discussion dans le cadre d'un colloque pluridisciplinaire, donc où il y a différents spécialistes qui prennent en charge ce type de cancer, et les patients sont discutés entre confrères pour pouvoir proposer la meilleure approche. Alors donc, le diagnostic, il y a aussi différentes étapes, docteur Friedlander. Exactement. Donc, la première chose, c'est de donner un nom à la maladie. Et ça sera plus que juste dire un cancer pulmonaire, par exemple. On regardera les sous-types de cancer pulmonaire et on utilisera des panels de gènes pour chercher des mutations, pour essayer de vraiment préciser et personnaliser le diagnostic. Ensuite, il faut aussi faire un bilan d'extension, c'est-à-dire on veut voir si la maladie est localisée, si elle est disséminée, ou si elle est quelque part entre deux, on pourrait dire localement avancée. Et pour ça, on a des grands progrès au niveau des techniques diagnostiques, donc la radiologie et la médecine nucléaire, pour mieux comprendre l'étendue de la maladie. Donc, avec tous ces éléments, on va retourner, comme a dit Dr Matzinger, vers une discussion avec un groupe de spécialistes pour voir quelle serait la meilleure approche multidisciplinaire pour prendre en charge le cancer. Et à ce stade, la question peut paraître naïve, mais ça va toujours mieux en le disant, cancer égale tumeur. C'est ça. Et quel conseil pourrait-on donner à quelqu'un qui soit vient d'être dépisté, qui a en tout cas une alerte sur le diagnostic? Une fois que le diagnostic est tombé, qu'est-ce qu'on peut en faire? Je pense qu'effectivement, il faut s'assurer que son cas est présenté par le médecin dans un contexte de prise en charge pluridisciplinaire et éviter effectivement que ce soit un médecin seul d'une discipline qui propose la première prise en charge. On peut imaginer la situation où on a l'annonce d'une tumeur ou d'un cancer et on a envie que ça soit enlevé le plus vite possible, donc opéré le plus vite possible. Mais dans certains cas, on sait qu'il faut commencer soit par une chimiothérapie, soit par une radiothérapie pour optimiser les chances de guérison. Donc, il est très important que le médecin présente le cas avant de proposer un traitement. Je pense que c'est vraiment un des critères de qualité de la prise en charge de cette maladie. Et est-ce qu'on lutte après le temps? Chaque minute compte une fois que le diagnostic est posé? Ou justement, on a le temps de consulter encore et peut-être de réfléchir? Alors effectivement, ça dépend le type de cancer. Comme l'a dit mon collègue, le docteur Friedlander, il y a des cancers qui évoluent très rapidement, où effectivement on veut commencer un traitement peut-être le lendemain du diagnostic. Et il y a des maladies, je prends un exemple d'un cancer de la prostate d'évolution lente, où on a un peu plus de temps pour réfléchir aux différentes propositions. Je suis entièrement d'accord et ça sera une des choses importantes à discuter avec les médecins qui prennent en charge le patient pour pouvoir adapter la prise en charge au patient. Alors cette prise en charge, justement, on va en parler. On va parler aussi des traitements qui existent désormais dans ce traitement du cancer. Vous le constatez quotidiennement, les traitements évoluent et donc on en parlera dans quelques instants. Une émission 100% santé consacrée au cancer. Alors si le nombre de malades augmente, on peut néanmoins faire un constat positif. Les traitements évoluent, ce qui permet de mieux lutter contre la maladie. Vous le constatez quotidiennement, docteur Matzinger.
Alors en effet, dans le domaine de la radio-oncologie qui me concerne, je pense que depuis 20 ans que je suis actif, on peut dire qu'on a vécu 3 ou 4 générations complètement nouvelles de radiothérapie. On a toujours le même principe actif, qui sont les rayons X. Par contre, la précision avec laquelle on arrive à cibler la maladie pour la contrôler a augmenté de manière impressionnante, ce qui nous permet de mieux contrôler la maladie à l'endroit qu'on traite et surtout d'éviter les effets secondaires. Et l'on voit donc par là l'importance du de la prise en charge pluridisciplinaire quand le diagnostic tombe. Docteur Friedlander, vous aussi, une évolution des traitements dans votre domaine? Absolument. Donc, il y a 10 à 15 ans, l'oncologie se résumait à soit des prises en charge chirurgicales, soit une radiothérapie assez grossière, soit des chimiothérapies, un peu des bombes atomiques pour attaquer partout. Aujourd'hui, on va vraiment dans le sens d'une médecine personnalisée. Comme a dit Dr Matzinger, au niveau radio-oncologique, la personnalisation, c'est de mieux cibler la maladie, c'est le travail multidisciplinaire. Au niveau oncologique pur, c'est l'évolution des traitements. Donc on parle vraiment de la médecine moléculaire, on cherche des altérations qui conduisent la croissance des cellules tumorales et on cible spécifiquement ces altérations pour épargner la plupart des tissus dans le corps. Ensuite, on a aussi l'immunothérapie depuis environ 8 ans. Cette immunothérapie moderne débloque le système immunitaire pour l'aider à lutter contre les cancers. Donc ça, c'est une évolution majeure dans l'oncologie, entre la médecine de précision avec des traitements souvent oraux pour traiter les cancers de manière très sélective et l'immunothérapie qui utilise vraiment les défenses du corps pour attaquer la tumeur avec des résultats qu'on n'avait jamais vus dans le passé, des survies qui ont vraiment parfois augmenté 5 fois par rapport aux données qu'on avait il y a 10 ans. Donc, les traitements en oncologie ont évolué, ce n'est plus juste la chimiothérapie, et c'est une panoplie, un arsenal de traitements qui peut vraiment faire du bien aux patients. Et c'est tout cet éventail de traitements, Sophie Glemay, vous qui êtes au plus près du patient, puisque vous êtes infirmière, ça le rassure ou ça le perd sur le chemin? Alors, je pense que c'est rassurant pour le patient déjà d'avoir cet avis pluridisciplinaire de nos médecins. C'est-à-dire que les choix ne sont pas faits par un seul médecin, donc c'est rassurant. Et d'avoir ces traitements ciblés, les patients sont quand même pris en charge de façon très personnalisée. C'est-à-dire que ce n'est pas un cancer du poumon, comme disait le docteur Friedlander tout à l'heure. C'est son cancer du poumon qui est traité à ce moment-là. Donc, et moi, pour avoir travaillé très longtemps dans les soins, je me rends compte que les traitements ont bien évolué et les gens n'ont plus les mêmes effets secondaires qu'ils avaient auparavant. Donc, on arrive à faire des traitements entre guillemets lourds et longs, mais de bonne qualité, enfin, sans avoir des mauvais effets secondaires pour les patients. Il y en a toujours, mais plus ceux qu'on entendait auparavant. On pouvait vomir. Oh, je vais vomir. Non, vous ne vomissez plus maintenant. C'est fini, ça. Enfin, ça arrive, mais... Ce qui voudrait dire qu'on traite mieux la maladie et on traite mieux le patient? C'est ça, on a une évolution non seulement de la partie médicale pure du traitement, mais des soins de support. Et avec cette évolution-là, on arrive à mieux gérer les effets secondaires et à améliorer la qualité de vie. Et quand on pense à ces soins de support, on pense aux médicaments, mais il y a aussi toute une partie plus intégrative dont Sophie nous parlera. Ce qui veut dire que vous, en tant que médecin spécialiste, vous avez vu ce métier évoluer aussi, et vous aussi, vous avez dû évoluer par rapport à ça. Absolument. Encore une fois, à part le fait qu'on arrive à vraiment traiter de plus en plus de personnes, prolonger les survies ou même les guérisons, les effets secondaires des traitements en eux-mêmes ont drastiquement diminué et donc les patients ont une nettement meilleure qualité de vie quand ils sont en traitement chez nous. Il n'est pas rare que des gens qui finissent les traitements dans notre service nous disent « mais vous êtes sûr que vous avez délivré le traitement ?» Donc c'est très valorisant quand même. Est-ce qu'avec ce constat, docteur Friedlander, on peut dire que les cancers sont comme une maladie chronique désormais? Dans certains cas, c'est exactement ça. Donc grâce à l'évolution du diagnostic, la précision du diagnostic,
grâce à ce travail multidisciplinaire et grâce à l'évolution des traitements, on a des patients qui vont souvent vivre des années et des années avec une bonne qualité de vie, avec une maladie qui peut être contrôlée soit par un traitement toutes les quelques semaines par la veine, ou même par un comprimé à prendre tous les jours. Donc, dans un sens, on peut comparer ça à l'hypertension ou au diabète, parce que c'est une maladie qui est sous contrôle. Si on ne la traite pas, elle peut être fatale. Et dans certains cancers, on la traite tellement d'années que ça devient réellement une maladie chronique. On évoque dans cette émission consacrée au cancer la prise en charge du malade. On parle même de prise en soin avec vous, Sophie Glémet. Je rappelle que vous êtes infirmière spécialisée en oncologie et coordinatrice du programme de réadaptation oncologique. Concrètement, comment ça se passe quand vous prenez en soin un patient ? Alors, quand on prend en soin un patient, on le prend d'abord dans sa totalité, c'est-à-dire on discute avec le patient pour voir ce qu'il a compris de la maladie aussi, hein. Et pour l'accompagner tout du long, sachant qu'un traitement, ne serait-ce que l'annonce du diagnostic, c'est déjà un choc, il faut déjà encaisser, c'est déjà... Donc nous, on est là pour les soutenir, on est là pour les aider dans le traitement et dans la prise en charge de leur vie quotidienne aussi, parce que ça change tout, hein. Ça change leur vie, ça change le physique, hein. Ça change le psychique, et parfois ça peut provoquer des problèmes sociaux aussi, hein. Il y a des gens qui n'ont plus de travail parce qu'ils ont été en maladie trop longtemps, donc c'est compliqué. Et les traitements peuvent aussi nécessiter un arrêt du travail. Complètement. Alors il y en a qui arrêtent, et puis il y en a qui continuent à bosser parce qu'ils sont obligés de travailler. Et c'est là que c'est compliqué, parce qu'assumer les deux, le traitement plus le travail... certaines personnes y arrivent, mais voilà. Chacun, c'est pour ça que nous, en tant que soignants, on doit s'adapter à chaque personne. Et pas imposer en disant non, on doit faire ça. On doit aussi être avec eux, les soutenir et leur dire non, le traitement, on peut le retarder, on peut le faire, voilà. Et ça, c'est avec la validation du patient ? Bien sûr. Et du médecin, parce que c'est le médecin quand même qui nous donne le schéma à suivre. Et puis nous, on fait tout pour suivre le schéma et que le patient le supporte le mieux possible. En général, c'est un pointage régulier de l'avancée aussi bien du traitement que de la maladie ? Alors, on voit régulièrement les patients qui sont sous traitement. Mais j'aimerais rebondir un peu sur ce que Sophie vient de dire, parce que le rôle des infirmières est tellement primordial. Nous, les médecins, on a souvent un temps assez limité pour voir les gens. On discute l'essentiel, on essaye de toucher sur certaines problématiques. Et ensuite, ils vont vers les infirmières qui vont tout reprendre avec eux, qui vont discuter plus en détail de tous ces soucis quotidiens qui s'impliquent réellement dans le bien-être du patient. Et pas juste le bien-être médical, mais le bien-être global. Et c'est une aide tellement précieuse. Et les patients nous le disent tous les jours, à quel point les infirmières sont à l'écoute, à quel point elles sont gentilles, à quel point elles ont aidé. Et donc même les patients qui sont guéris repassent régulièrement, et pas juste pour dire bonjour au médecin, pour dire bonjour à tout le monde dans l'équipe, parce que c'est vraiment une prise en charge d'équipe. Et c'est essentiel de le dire, parce qu'on joue chacun notre rôle, et c'est des rôles absolument complémentaires. On fait des rencontres exceptionnelles. Enfin, je veux dire, nous, en tant que soignants, ça nous apporte tellement de soigner ce genre de personnes. C'est tellement... On retrouve un peu de réconfort, enfin, je sais pas de réconfort, mais quelque chose on a l'impression de faire un job intéressant et utile. Voilà. Et on connaît nos patients bien parce qu'on les voit souvent et que longtemps. Il y a des patients qu'on connaît depuis 8 ans et il y a des liens qui se créent. Ils connaissent tous toute notre vie quasi, des fois. Et puis nous, on connaît aussi toute leur vie parce qu'à chaque fois, on parle de ce qui se passe et ils nous racontent leurs vacances. Enfin, c'est vraiment... c'est un métier passionnant. Je ne changerai rien. Je ferai que de l'oncologie, moi. Et dans cette prise en charge du patient, il y a donc le côté médical, le côté traitement, le côté accompagnement que vous venez de nous décrire. Il y a aussi des soins à côté. Complémentaires. Alors, les soins complémentaires se sont développés il y a peu de temps parce que les médecins, il y a longtemps, la médecine complémentaire n'était pas intégrée dans les soins. Et elle s'est intégrée progressivement, mais avec
maintenant beaucoup plus de force dans les soins. Donc, on parlait de l'acupuncture, mais bon, c'était des soins à côté, alors on n'y allait pas. Enfin, voilà. Les médecins étaient un peu froids par rapport à ça, à ces choses-là. Maintenant, on est soutenu et on a la chance d'avoir à la clinique Générale Beaulieu un centre de médecine intégrative où on a concentré un ensemble de ces soins complémentaires et qu'on peut offrir aux patients avec des gens qui sont... les personnes qui y travaillent sont des gens très compétents, à qui on a confiance et on peut confier nos patients. Donc, à côté de l'acupuncture, on a de la fasciathérapie, on a de la réflexologie, enfin voilà. Et au centre de tout ça, on a créé, il y a quelques années déjà, un programme de réadaptation en oncologie ambulatoire. Alors, ce programme de réadaptation oncologique existait au départ en hospitalier. Donc, et puis, la Ligue suisse est à la base de ce défi de faire ces programmes de réadaptation d'oncologie ambulatoire. Et donc, nous, on a décidé de participer à ce programme. Et moi, j'en suis la coordinatrice. C'est important pour les patients parce que moi, je connais les patients, je connais les traitements. Donc, je vois les patients. On s'est rendu compte que plus les patients avaient quand même à côté de leur traitement des activités comme la marche ou des choses comme ça aidait aussi à supporter et à mieux avancer dans la maladie et à reprendre le travail quand ils pouvaient le reprendre. On a le soutien des médecins, on a le soutien aussi de Genolier Foundation pour organiser le programme, pour proposer le programme de réadaptation oncologie ambulatoire aux patients. Alors concrètement, ce programme, il se décline comment ? Alors concrètement, ce programme, il est sur 12 semaines. Ce qui peut paraître long et court. Hein. Alors, il peut paraître long, effectivement, mais on s'est rendu compte qu'en faisant un petit peu moins, on n'avait pas les bénéfices de tout ce qui était proposé. Donc le programme est sur 12 semaines avec dans 4 thèmes importants qui sont la physiothérapie, le suivi diététique, le suivi psychologique et en dernier, il y avait le suivi social. Donc nous, on s'est concentré essentiellement sur la physiothérapie et sur la diététique sans vouloir imposer aux gens un suivi psychiatrique. Ça, c'est évalué, on en discute avec le patient et c'est avec le contact et en discutant avec eux qu'on se dit peut-être que ça serait bien qu'il y ait un suivi psychiatrique ou c'est carrément le patient qui dit là j'ai besoin, ça va pas, il faut m'aider. Voilà. Le suivi social souvent nécessite les assistantes sociales parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent, donc on les dirige plutôt vers la Ligue. Suisse contre le cancer. Voilà, contre le cancer qui a un grand soutien pour nous et qui a un soutien aussi pour les familles. Parce que nous, on s'occupe des patients souvent, mais c'est vrai qu'on essaye de s'occuper des familles, mais les familles n'interviennent pas toujours dans le milieu, dans les soins. Elles n'arrivent pas toujours... surtout avec le Covid, il y a eu cette distance qui a été faite et les patients viennent seuls faire leur traitement bien souvent. Et ce programme, Sophie Glémet, le patient est mis au courant qu'il existe par vous, les médecins, Dr Mattinger, Dr Friedlander? Alors un patient où on a l'impression qu'il a un besoin accru de soutien va être adressé à nos consoeurs, les infirmières, pour une prise en soin globale, effectivement. Et dans certains établissements, comme à la clinique de Genolier par exemple, nous avons introduit maintenant une consultation infirmière où chaque patient qui est pris en charge dans l'histoire de sa maladie va rencontrer à un moment donné une infirmière qui va évaluer ses besoins, notamment au niveau nutritionnel, au niveau de prise en charge sociale, de la douleur ou des besoins psychosociaux et va mettre en place, en concertation avec le médecin, par la suite ce programme. En pratique, c'est vrai que dans la majorité des cas, c'est au courant du suivi qu'on introduit la notion qu'il y a ce programme, qu'il y a des soins supplémentaires à proposer. Et c'est soit par les médecins, soit pendant que les patients sont auprès des infirmières, pendant les soins, pendant les traitements.
Et ensuite, il y a des patients qui s'intéressent et d'autres qui ne s'intéressent pas, et c'est leur choix. On a la chance d'avoir à la clinique donc ce centre de médecine intégrative qui propose des soins alternatifs aux patients. Donc les patients ne sont pas obligés de rentrer dans le programme, mais nous, par exemple, si en tant qu'infirmière, on voit qu'un patient a des nausées, ou il dort mal, ou il a des bouffées de chaleur, on peut aussi le conseiller pour aller vers des soins un peu complémentaires tels que l'acupuncture, la réflexologie, même pour les nausées, ça marche super bien, la réflexo pour détendre une patiente, pour l'hypnose aussi, pour les gens. Voilà, on a un panel de soins qui sont offerts dans ce centre qui permet aux patients aussi de pouvoir mieux supporter les traitements, parce que c'est ça à la base, hein, c'est supporter, avoir ces soins complémentaires qui soutiennent, qui aident à mieux supporter les traitements. Parce que malgré tout, même si c'est des traitements ciblés et quand même mieux supportés qu'à 20 ans, ça reste des traitements assez lourds à vivre. Et ça serait dommage que les patients se privent de ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'on a le programme qui est là, mais à côté de ça, on a ce centre qui réunit plein de thérapies qui sont aidantes pour le patient. Et on a aussi un grand soutien, nous ici, c'est qu'on a la Genolier Foundation qui nous soutient, parce qu'il y a les soins, la plupart des soins prodigués sont remboursés par l'assurance de base, mais il y a beaucoup de choses qui ne le sont pas. Donc le Genolier Foundation est là pour aider ce type de patient qui n'a pas toujours les moyens. Hein. On n'a pas toujours les moyens. En tant que médecin, ce qui est important pour moi avec ces soins complémentaires, c'est aussi de trier les soins. Donc, dans le centre de médecine intégrative, on fait des choses qu'on sait ne feront pas du mal aux patients. Et si quelqu'un va un peu n'importe où dans la ville, dans le pays ou ailleurs, il peut tomber sur des soignants qui font des choses qui ne sont pas adaptées à la situation du patient. Et donc, qui peuvent mettre en danger le patient, donner des suppléments qui peuvent interagir avec nos médicaments et avoir des conséquences parfois dramatiques. Donc pour nous, ce qui est important dans ce centre, c'est quand même qu'il y a eu un tri. Pas tout est adapté à tout le monde, pas tout aidera. C'est mon travail d'ailleurs d'identifier. Alors voilà, c'est mon travail d'identifier les besoins du patient, c'est-à-dire que je vois les patients en consultation et j'identifie avec eux leurs besoins. Donc tous ne rentrent pas dans le programme parce que voilà, c'est trop compliqué, 12 semaines, ils sont fatigués, voilà. Mais après, je les dirige, je fais une anamnèse et cette anamnèse me permet de leur dire, bah, écoutez, peut-être qu'il faudrait essayer ça et que ça pourrait peut-être vous aider. Mais c'est très individuel, c'est-à-dire que oui, je vois chaque patient pour décider avec eux de ce qui est le mieux. C'est comme le traitement, c'est du sur-mesure. C'est ça. Ouais. Ah, c'est chouette de pouvoir proposer ça, ouais. Et comme la prise en charge médicale, c'est une prise en charge d'équipe. Et ce qui est très important pour nous, médecins aussi, c'est d'avoir le retour des thérapeutes, donc savoir ce qui se passe. Et finalement, le patient va souvent se confier d'une autre manière et avoir un autre discours vis-à-vis des soignants et thérapeutes que vis-à-vis du médecin. Donc avoir cette information en plus, c'est une richesse également pour nous, pour adapter le traitement pour le patient. En conclusion de cette émission consacrée au cancer, on revient sur cette évolution des traitements et les progrès constants de la recherche. Vous nous en avez parlé, Dr Matzinger et Dr Friedlander. Concrètement, Dr Matzinger, dans votre pratique quotidienne, cette évolution des traitements, ça a changé quoi? Alors, je peux prendre l'exemple de notre nouveau service qu'on a à la Clinique Générale Beaulieu, où on a des équipements de pointe qui habituellement sont réservés plutôt pour des hôpitaux universitaires, mais qu'on a décidé de proposer à tous les patients. Et on peut prendre l'exemple, par exemple, du bras robotique de radiothérapie qu'on appelle le CyberKnife, qui nous permet de traiter des cancers de la prostate en 5 séances ambulatoires au lieu de 8 semaines de traitement ou d'une opération assez lourde. Donc, encore une fois, les progrès sont vraiment motivants et nous permettent de proposer un vaste choix de traitements aux patients. Vous, Dr Friedlander, dans votre exercice quotidien de l'oncologie, quelle est la pratique qui a le plus évolué pour vous? Pour moi, c'est 2 points. La multidisciplinarité,
qui permet d'offrir des meilleurs résultats et qu'on arrive à mettre en place rapidement à travers nos colloques hebdomadaires. On a plusieurs colloques avec tous les spécialistes pour chaque type de pathologie. Et donc, de manière très efficace, on se met tous ensemble et on offre un traitement de pointe. Et l'autre chose, c'est donc l'évolution des traitements, où on a vraiment beaucoup plus de longs survivants. Il faut vraiment déjà planifier ce qui pourrait venir après le cancer. Et ça, c'est un grand changement. Si je peux rebondir là-dessus, avec des patients qui survivent de plus en plus longtemps, on a aussi un phénomène qu'on connaît un peu avec les maladies infectieuses, c'est-à-dire qu'il y a une cellule qui, à un moment donné, peut devenir résistante à un traitement et qui va progresser, faire ce qu'on appelle une lésion ou une métastase, et qu'avec les techniques modernes, on peut traiter très précisément, probablement en 5 séances, sans aucun effet secondaire, et continuer, grâce au traitement d'immunothérapie et aux autres traitements de nos collègues, à contrôler le reste de la maladie. Donc là aussi, on a une évolution qui est très récente et qui est permise notamment par cette collaboration et les équipements de pointe au niveau de la radiothérapie. Alors, on a entendu cette évolution des traitements, ce progrès aussi. Le progrès, Sophie Glemet, il se place aussi dans la prise en charge du patient. Ah oui. Ce n'est plus qu'un malade, c'est aussi une personne. C'est une personne et on a la chance maintenant de pouvoir s'occuper des patients dans leur globalité, mais réellement, c'est-à-dire qu'on leur offre des soins des soins, que ce soit radiothérapie ou oncologique, de haute qualité. Et à côté de ça, on peut les soutenir, nous, avec des soins complémentaires qui sont aussi de haute qualité, mais qui aident le patient d'une autre manière. On est vraiment complémentaires, sans les uns et sans les autres. Je pense qu'un malade atteint d'un cancer, il ne survit pas correctement. Enfin, il a une qualité de vie médiocre. Et ce type de centre de soins est accessible à chaque patient? Alors, chaque patient peut venir au centre du moment qu'il il a envie de venir. Et même la prise en charge, oui, on se débrouille. Enfin, voilà. On a la chance d'avoir Genolier Foundation qui nous soutient. Et puis, on a la prise en charge de base qui existe. Il faut le savoir. Hein. La plupart des soins sont pris en charge par la LAMAL. Voire par les complémentaires, d'ailleurs. De la même manière, même si on est dans des cliniques privées, les soins en oncologie, en radio-oncologie et les soins complémentaires sont accessibles à tout le monde. Ça ne dépend pas de l'assurance. Donc, même avec l'assurance de base, les gens peuvent faire les traitements et bénéficier de ce qu'on peut offrir. On va parler aussi de l'importance de la prévention, du dépistage. C'est essentiel, docteur Mattinger? Alors, bien entendu, on sait très bien qu'un des facteurs qui est lié à cette meilleure prise en charge, c'est qu'on détecte les maladies le plus tôt possible. Donc, il y a différents programmes de prévention, notamment on sait les mammographies pour le cancer du sein, dans le cancer de la prostate, le dosage du PSA qui se fait en général chez le généraliste, ou bien la coloscopie à partir de 50 ans chez un gastroentérologue. Et le fait de faire ces dépistages nous permet de détecter des maladies beaucoup plus tôt et donc d'avoir de bien meilleures chances de les guérir. Oui, le dépistage change vraiment le stade de la maladie et permet des meilleurs pronostics aux patients. Et puis par rapport à votre question de la prévention, alors ça c'est quelque chose d'essentiel. Le proverbe « mieux vaut prévenir que guérir » reste toujours d'actualité, peu importe du progrès de la médecine. Et les choses évidentes, bien sûr, sont d'arrêter de fumer, d'avoir une alimentation saine, une activité physique, et ensuite d'avoir un mode de vie équilibré. C'est plutôt ça. Merci d'avoir participé à cette émission, Oscar Mattinger. Je rappelle que vous êtes spécialiste FMH Radio-Oncologie et directeur médical du Swiss Radio-Oncologie Network. Merci à vous. Merci à vous, Alex Friedlander. Vous êtes spécialiste FMH en oncologie médicale. Avec plaisir. Et merci à vous, Sophie Glemet. On a appris avec vous la prise en soins qui donne une dimension encore plus humaine à la prise en charge, puisque je rappelle que vous êtes infirmière spécialisée en oncologie et coordinatrice du programme de réadaptation oncologique.